Bonjour, donc je voudrais parler d'un sujet évidemment assez grave, très sérieux, et finalement qui concerne un peu tous les gens qui sont adeptes de la survie, de se promener dans la nature et de faire ce genre de choses-là. Et un des problèmes qui revient très régulièrement, c'est les chiens. Les chiens, malheureusement, c'est quelque chose qui est très difficilement contrôlable. Quel que soit le pays en fait, parce que finalement c'est pas tellement lié à un pays en particulier en Europe, mais c'est vrai que quand on va dans certains pays, les chiens sont plus ou moins bien gérés, on va dire, pour être gentil, mais je vais approfondir beaucoup plus cet aspect-là un peu plus tard dans la vidéo. Les chiens sont... Voilà, donc c'est vrai que ça pose problème, c'est vrai que ça pose clairement problème. Il y a plusieurs points en fait. Donc je voudrais pas, comment dire, être accusé de, comment dire, de provoquer des émotions pour faire passer un message. Je veux pas ça. Donc je vous recommande d'aller voir cet article dans le Figaro. J'étais obligé de cacher des mots en fait parce que, enfin, tout simplement à cause de la censure sur YouTube, tout simplement. Je pense que vous comprenez assez facilement comment retrouver l'article, donc c'est le principal, et je vous recommande d'aller lire l'article. Et donc, si vous voulez, voilà, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des chiens qui sont pas des chiens sauvages, qui sont pas des chiens errants, mais qui sont des chiens qui sont gérés, éduqués, élevés, et c'est ça qui est important, par des gens, et des gens qui en ont la responsabilité. Je pense que c'est un peu le problème qui se pose dans notre pays actuellement en France, mais c'est peut-être plus large en Europe, pas que en France. Mais si vous voulez, il y a la question de la responsabilité. En fait, en 2025, malheureusement, j'ai l'impression que plus toute personne veut trop être responsable. Et, et en plus, l'État, pour des besoins purement électoralistes, eh bien, accepte cette fuite devant les responsabilités. Le premier manque de responsabilité qu'il y a clairement dans notre société, c'est dans les relations entre les parents et les enfants. Normalement, les parents devraient être 100% responsables de ce que font leurs enfants jusqu'à la majorité, parce que c'est quand même la base des principes juridiques. Je veux dire, là, j'essaye de me placer vraiment dans le cadre complètement juridique. Or, on s'aperçoit que dans les demandes, dans la pratique, etc., ben, il n'en est rien. En fait, on pointe la responsabilité sur les enfants, alors que, en fait, les responsables hein, sont vraiment les parents, parce que c'est eux qui doivent éduquer les enfants, c'est eux qui doivent réguler les problèmes qui pourraient poser à la société tant qu'ils sont mineurs. Tant qu'ils sont mineurs, les parents en ont la responsabilité. Alors éventuellement, ça dédouane pas du tout ce qui se passe à l'école. Je veux dire, éventuellement, peut-être les professeurs aussi peuvent avoir une partie de cette responsabilité s'ils n'ont pas fait leur travail correctement dans l'éducation des enfants. Donc, et on a tendance de plus en plus à vouloir pénaliser les enfants, alors que en fait, enfin, ça a toujours été comme ça, que c'est les parents qui doivent inculquer les bonnes pratiques, les bonnes manières aux enfants, et ils en endossent la complète responsabilité jusqu'à la majorité, euh, au moment à partir duquel ça bascule sur effectivement la responsabilité de la personne qui est devenue adulte à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a des principes de minorité et majorité. Euh, il ne peut pas y avoir raisonnablement de responsabilité sur un enfant, sur un jeune, tant qu'il n'a pas reçu une formation complète et une éducation complète. Et donc à ce moment-là, aussi grave que puisse être l'action accomplie, ouais, il est tout à fait normal que ce soit les parents qui soient rendus en premier responsables de ce qui s'est passé. Éventuellement, il peut y avoir effectivement des peines pour les enfants selon la gravité de ce qui s'est passé, ce genre de choses-là. Mais moi, ça me paraît juste un fondement juridique de base. hein.
ou alors dans ces cas-là, il faut retirer le principe de minorité et de majorité qui n'a plus de sens. La responsabilité juridique, elle est importante. Donc, ça me paraît relativement facile à comprendre pour les êtres humains. Là encore, c'est pas appliqué parce que pour des raisons de clientélisme politique, j'imagine, ou d'autres raisons que je m'explique pas et puis j'ai jamais trop réfléchi au problème. C'est pas ce qui se passe dans la réalité, malheureusement. Euh, mais euh, mais euh, pour ce qui concerne les chiens précisément, hein, bon, les animaux, mais là en l'occurrence c'est vrai qu'il n'y a guère que les chiens qui posent des problèmes à ce niveau-là, hein. Il y a régulièrement des accidents. On a tous rencontré quand on était en randonnée dans des forêts, à la campagne, etc., des chiens malheureusement avec des propriétaires certaines fois qui étaient très agressifs en fait, hein. C'était pas très étonnant en fait que leurs chiens soient agressifs puisque eux-mêmes étaient agressifs. Donc là je parle pas du cas en particulier de ce qui s'est passé, hein. Mais je veux dire quelque part, il faut bien voir que j'ai souvent noté quand même, bon, ça c'est tout à fait, comment dire, c'est vraiment quelque chose d'empirique, que quand on avait affaire à des chiens qui étaient mal dressés, à vrai dire, on avait aussi affaire à des propriétaires qui étaient euh, pour le moins désagréables. Donc quelque part, voilà, on peut voir les choses de cette façon-là. Le problème, c'est que il y a eu régulièrement des problèmes avec des chiens. Il y a eu des gens qui y sont restés définitivement, hein. Ça a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la manière dont sont organisées les lois. Donc, je ne parle même pas de la manière dont elles sont appliquées ou pas. Ou, voilà, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est possible d'en rester là, d'en rester dans cette situation où finalement c'est un peu un coup de dé. C'est-à-dire que quand vous allez vous balader quelque part, voilà, vous avez un risque de vous faire agresser par un chien et derrière, la société finalement accepte ce risque, accepte pour vous ce risque et trouve à peu près normal que ce risque existe et tant pis pour vos pieds, voilà, c'est comme ça, c'est la société. Euh, et en fait, c'est ce qui est dans la loi. Hein, c'est ce qui est dans la loi, parce que finalement, je ne suis pas persuadé que les peines qui sont très très graves. Donc c'est vraiment un problème de loi. Qu'est-ce que ça devrait être? Parce que quand on parle d'un chien, moi j'aime bien les chiens, hein, j'aime vraiment bien les chiens. Les chiens, ce sont des animaux, ce sont des animaux qui sont très intelligents, ce sont des animaux qui sont très fidèles, très respectueux normalement avec leur maître. Voilà, les chiens, ils ont vraiment tout un tas de qualités. Et ils ont aussi la qualité, en fait, d'accepter et de pouvoir être dressés. C'est pour ça que ce sont devenus les chiens tels que nous les connaissons et que ce ne sont plus des loups ou des espèces comme ça. C'est parce ils ont reçu une éducation. Donc, quelque part, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire les chiens, il faut qu'ils soient formés. Alors, c'est un teckel à poil ras ou un chihuahua, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut considérer comme étant indispensable. Par contre, à partir du moment où les chiens sont susceptibles d'envoyer, de faire passer de vie à trépas qui est un être humain, hein, ou un enfant, ou voilà, quelqu'un de vulnérable, à ce moment-là, le problème change complètement de nature. On n'est plus dans quelque chose que la nature peut gérer, mais on arrive dans quelque chose dont il est la responsabilité de l'humain de gérer la formation du chien de manière à ce qu'il puisse se conduire en société. C'est pas une option, c'est juste que par définition, les chiens ont toujours été familiers des humains, ce sont des animaux familiers, ce sont des animaux domestiques. Ils ont été voilà, accueillis par l'être humain
qui les a formés, mais voilà, il y a un devoir de formation et il y a un devoir d'entraînement, il y a ce devoir-là à partir du moment où le chien est susceptible d'être un chien dangereux. Je dis pas qu'il est dangereux, je dis susceptible. Comment on peut reconnaître un chien susceptible d'être dangereux? Bah, il a des caractéristiques physiques à l'âge adulte qui lui permettent de faire suffisamment de mal à un être humain pour le blesser très gravement ou pour le faire passer dans l'autre monde. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc à partir de ce moment-là, alors c'est peut-être pas nécessairement ceux qui ont les plus grosses tailles hein, ou ce genre de choses-là, mais il y a cette caractéristique-là. À partir du moment où le travail qui devrait être indispensable n'est pas fait de dressage du chien, hein, encore une fois, le chien n'a intégré l'univers de l'être humain que parce qu'il a été dressé à un moment donné. S'il n'est pas dressé, il revient à la nature. S'il est mal dressé, ou s'il est dressé de façon, on va dire, à causer des problèmes, hein, pour caricaturer, bah, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le cadre d'un animal, en fait, qui est dans un univers familier. Donc ça veut dire vraiment les animaux doivent avoir ce fameux dressage, hein. C'est quand même quelque chose d'indispensable. Mais ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que y a des conséquences à ce dressage. Ça veut dire qu'il y a nécessairement des conséquences. Ça veut dire que le chien, il doit se comporter de telle et telle manière. Premièrement, parce qu'il a été dressé correctement. Deuxièmement, parce qu'il est géré correctement par son propriétaire, par son maître, hein. Donc il y a quelque part, il y a deux niveaux de responsabilité. Vous avez un niveau de responsabilité, disons, permanent, qui est le dressage à l'origine, de manière à ce qu'il puisse cohabiter avec les êtres humains. Et il n'y a pas de chien qui peut naturellement cohabiter sans qu'il y ait un minimum de dressage. Et puis vous avez la responsabilité au jour le jour, bah, du maître, du propriétaire qui est avec son chien. À partir du moment où le propriétaire, le maître, ramène le chien dans, on va dire, l'espace partagé par les êtres humains, il ramène un danger potentiel, il est le responsable unique de ce danger potentiel et il doit répondre devant la loi du danger potentiel qu'il a ramené dans le voisinage des êtres humains. À partir de ce moment-là, hein, c'est pas, je pense que la loi, elle doit probablement être adaptée pour tenir compte de ça. Parce qu'on le voit très bien, quand ça, ces règles ne sont pas appliquées, vous avez de très nombreux accidents, vous avez de très nombreuses personnes qui passent de vie à trépas, vous avez plein de choses qui se passent, vous avez une utilisation absolument abusive des chiens, des dressages qui sont absolument pas normales. Je vais en parler hein, sur de ce sujet-là, bien entendu. Vous avez des dressages qui sont absolument pas normaux. Vous avez des conduites de maîtres qui sont absolument pas normales. Et donc, ça doit cesser, hein, puisque visiblement, c'est toujours le cas. Donc ça veut dire que vous avez il y a une responsabilité du maître en tant que tel. Le problème, c'est à quel niveau doit être mis la responsabilité. C'est ça, hein. C'est-à-dire que, en fait, la loi, elle s'entend déjà pour parler de ce genre de truc-là. Le problème, c'est quel est le niveau de responsabilité que doit avoir le maître quand son chien cause des dégâts, attaque un être humain, fait passer un être humain de vie à trépas. Quel est le degré de responsabilité du maître? Jusqu'à quel point sa responsabilité, elle est engagée? Donc, il y a un certain nombre d'éléments de réponse. Déjà, le premier élément de réponse, on va dire, c'est pour la victime. Tout est organisé dans la société française pour qu'il lui soit interdit de se défendre. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'armes de défense qui lui sont interdites. Par exemple, récemment, vous avez eu l'interdiction de pouvoir se déplacer avec des couteaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'aberrant, hein, d'aberrant, puisque on s'est toujours déplacé avec des couteaux depuis des millénaires. Voilà, probablement les Gaulois en avaient, etc. Tout le monde en avait. Donc voilà, il n'y a que à partir de, je sais pas, je crois que c'est
2017, je crois, ou même il n'y a pas très longtemps, que c'est devenu interdit. Vous avez toute une interdiction sur un certain nombre de bombes au poivre, etc. Vous avez des interdictions sur des armes à feu, etc. Donc, donc la société, en fait, a désarmé au niveau de la défense des victimes potentielles la possibilité des gens de se défendre. Donc les gens ont été laissés quelque part pieds et poings liés, hein, avec des menottes aux mains et des boulets aux pieds, euh, à disposition en fait du chien agresseur sans pouvoir absolument se défendre. Donc quelque part, ça veut dire, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la société, la loi, doit prendre en charge cette défense, hein, nécessairement. Comme on voit que ce qui peut arrêter ces chiens, ce sont des armes ou des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, à moins de se balader en armure, mais c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez difficile. Donc à moins de se balader en armure, la société doit prendre en compte la défense. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Euh, de quelle manière la société peut-elle défendre les victimes qui sont attaquées de cette manière-là? Il y a deux possibilités, il n'y en a pas 36. La première, c'est la prévention, mais je pense que c'est un peu difficile de mettre des forces de l'ordre derrière chaque jogger, derrière chaque promeneur, derrière chaque personne qui va en camping dans un endroit où éventuellement il y aura peut-être éventuellement des chiens. Ça me paraît quand même très très compliqué. Donc ça, c'est la première hypothèse qui est absolument pas possible. La deuxième hypothèse, elle est très simple. C'est que quand il se produit un problème, à ce moment-là, les peines sont suffisamment dissuasives et suffisamment exemplaires de manière à éviter que la situation se reproduise et donc par un effet de domino fasse en sorte pour que les maîtres s'assurent d'une part que l'entraînement s'est fait de manière correcte, premièrement, et deuxièmement, que quand le chien eh bien, est dans la nature, sous sa responsabilité, eh ben, il s'assure du comportement du chien. Hein. On voit bien que le rapport qu'il y a entre le chien qui attaque et la victime qui ne peut pas se défendre avec une arme, bah, quelque part, c'est l'arme. Hein, vous comprenez bien, je veux dire, à un moment donné, vous avez donc si vous voulez, le chien, à ce moment-là, a le niveau de dangerosité d'une arme. Hein. Quand vous êtes blessé très gravement par un chien, ou quand le chien amène la personne de vie à trépas, eh ben, c'est comme si, quelque part, il y avait eu maniement d'une arme. On en est à ce niveau-là de dangerosité. Ce niveau de dangerosité amène un niveau de responsabilité qui est nécessairement tel quel. Ça veut dire quoi en termes de conséquences juridiques qu'il devrait y avoir si la loi devrait être vue? Ben, c'est tout simplement que un chien dans la nature qui est susceptible, donc ça dépend des races de chiens, hein, mais susceptible de causer des dégâts importants à un être humain ou de l'envoyer de vie à trépas, doit être considéré comme une arme. Donc ça veut dire que quand il doit y avoir un rapport juridique comme ça entre le maître et, qui est responsable de l'attaque et la victime, eh bien, dans ces cas-là, ce qui doit être considéré, en fait, c'est une attaque avec arme. Alors maintenant, ça peut être une attaque avec arme volontaire. Bon, il ne semble pas que ce soit nécessairement le cas d'après ce que j'ai lu l'article, mais ça peut être une attaque avec arme dont le résultat est involontaire. Hein. Mais en tout cas, ça doit être qualifié comme une attaque à main armée, quelque part, avec eh bien, des conséquences soit volontaires s'il y a eu une volonté de causer le dommage, soit involontaire s'il n'y a pas eu de volonté de causer le dommage. Mais donc voilà, il doit quand même y avoir ce genre de choses. Ça veut dire, moi, ça me paraît absolument pas raisonnable personnellement quand on voit ce genre de choses-là. Ça me paraît absolument pas raisonnable à partir du moment, si vous voulez, où la société euh, met les victimes pieds et poings liés devant une arme dangereuse en leur interdisant aux victimes de se défendre. Il me paraît
pas tellement raisonnable finalement que la personne responsable de la mise en place du danger, eh bien, ne soit pas susceptible de faire des années de prison parce que c'est comme quand vous maniez une arme, hein. Je veux dire, vous êtes susceptible d'envoyer quelqu'un de vie à trépas ou de l'estropier pour extrêmement longtemps. Donc, ça se traduit nécessairement par de longues années de prison. Et donc, il serait tout à fait judicieux de revoir la législation pour qu'on puisse arriver justement à ce que ces défaits avec des chiens, je rappelle encore une fois, ça n'arrive pas par hasard, c'est parce qu'il y a eu un défaut en niveau de l'entraînement, donc il y a une première responsabilité sur l'entraînement de long terme, on va dire, et deuxièmement, il y a la mise en danger d'autrui par le fait que des chiens arrivent dans le domaine public, attaquent des gens, donc il y a une double responsabilité à ce titre du maître, et le maître doit être jugé comme si finalement il y avait eu utilisation d'une arme. Et ça doit valoir, alors je sais pas, hein, mais je crois que c'est, en tout cas, c'est plus de 2 à 5 ans de prison ferme, quelque chose comme ça. Donc, cette chose, ce type de loi pouvait passer et être appliqué, évidemment, peut-être à ce moment-là, on verrait une diminution du nombre de victimes de chiens dans les pays européens. Parce que, encore une fois, il n'y a pas que la France, je veux dire, qui est dans cette situation. Il y a un certain nombre de pays européens dont je ne citerai pas le nom, dont cet aspect-là est extrêmement déplorable. Le problème, c'est que au niveau des maîtres qui ont des chiens qui attaquent les gens, c'est pas non plus par hasard. Donc ça, c'est le deuxième volet quelque part. C'est-à-dire que vous avez des gens qui éventuellement, sciemment, n'ont pas pris les mesures pour éduquer correctement leurs chiens et n'ont pas pris les mesures pour que quand ils sont entourés d'humains, en fait, ce sont des chiens qui ne soient pas dangereux. Donc, ça veut dire que quelque part, ils ont accepté la situation. Donc, pour moi, ce sont des circonstances qui sont tout à fait aggravantes et qui devraient être traduites comme telles dans la loi, puisque, en fait, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour, tout en étant complètement conscients. Donc, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé, c'est une responsabilité volontaire de leur part. N'empêche que le fait qu'ils n'aient pas pris les mesures avant, sachant très bien qu'il pouvait y avoir un problème, puisque potentiellement le chien est capable de faire ça, eh bien, à ce moment-là, je pense que ça nécessiterait vraiment une lourde aggravation de la peine. Encore une fois, ne serait-ce que tout simplement par un principe d'exemplarité pour éviter que cette situation ne se reproduise. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est pour ça que c'est absolument pas souhaitable en fait pour tout le monde, hein, pour personne dans la société, que les maîtres de chiens qui sont susceptibles de poser un danger définitif pour les êtres humains, il faut que la loi puisse être modifiée de façon à ce que ces gens-là soient absolument considérés comme dépositaires d'une arme au même titre que qu'un chasseur ou que je sais pas un tireur sportif ou des gens comme ça. Je veux dire, vous avez un danger qui est éminent, qui est réel, et donc le fait d'être considéré comme quelqu'un qui possède une arme, eh bien, je pense que ça aurait peut-être un impact, disons en termes de responsabilité, qui serait quand même plus intéressant et qui permettrait justement, ça serait très bien pour les propriétaires de ce type d'animaux, parce que ça leur permettrait quand même de prendre conscience de leurs responsabilités et ça leur permettrait peut-être d'avoir une recherche de dressage et d'efficacité dans le dressage de leurs animaux euh, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus active et donnant sans doute beaucoup plus de résultats. Et il existe tellement d'accidents qui se produisent dans le domaine familial, parce que ça, moi j'ai parlé de gens qui n'y étaient pour rien et qui se faisaient attaquer comme ça de but en blanc, hein. Je veux dire, on a tous connu ça.
euh, vous avez énormément d'accidents qui se produisent dans le domaine familial, hein, des enfants, des personnes très âgées, etc. Donc ça permettrait comme ça donnerait l'occasion très positive finalement au maître de pouvoir comprendre quels sont les enjeux du dressage du chien et de sa responsabilité personnelle à détenir finalement ce qui juridiquement devrait être mis sur le même niveau que la détention d'une arme. Donc ça veut dire même niveau juridique que la détention d'une arme, même niveau de responsabilité, et évidemment, à partir du moment où il y aurait un problème, eh bien, même niveau de pénalité, avec évidemment un minimum de quelques années de prison ferme, ce qui paraît tout à fait évident. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.